il peut être le ministre, il peut être le président, il peut être n'importe qui, pourvu que cette personne-là soit celle qui prend la décision. Vous savez, si vous êtes technicien, vous ne pouvez rien du tout transformer si tant que vous n'arrivez pas au niveau de décision. Donc vous avez beau avoir de la volonté. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a qu'à l'université que je peux travailler. Il n'y a qu'à l'université que je peux travailler. Je peux travailler dans un ministère. Parce que moi, je veux être libre de mes pensées, réfléchir et agir, prendre des initiatives. Ça, je ne peux le faire qu'à l'université. Parce que l'université, j'ai la liberté de réfléchir comme je veux, d'écrire, de publier, mais en même temps, de mon temps libre, je peux disposer comme je veux. Je peux travailler avec qui je veux. Je peux faire de la consultation. Je peux faire des initiatives. Je peux mettre en place un projet d'institut. J'ai un institut de formation. J'ai un cabinet d'études. J'ai ceci, j'ai cela. Je ne vous le dis pas pour parler de moi, je vous dis ça pour vous dire ce que vous pouvez faire quand vous êtes universitaire. Mais lorsque vous êtes technicien et que tant que vous n'arrivez pas aux sphères de décision, vous ne pouvez pas transformer les choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir beaucoup d'idées. Mais vous ne pourrez pas matérialiser ces idées tant que vous n'avez pas l'aval du décideur. C'est ça le message. Et donc, pour convaincre le décideur que ce que vous êtes en train de dire est pertinent, vous avez besoin, de le dire dans des termes qui sont compréhensibles, parce que nous autres universitaires, après quand vous arrivez à un certain niveau, vous avez un langage plutôt techniciste. Et ce langage-là, il a la caractéristique d'être parfois complexe pour les personnes lambda. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont en dehors des champs au sein desquels la réflexion se mène. Les cadres académiques, les cadres universitaires, les cadres organisés autour de comme des think tanks, etc., ou autre chose, ou les centres d'expertise qui permettent de prendre des thématiques à l'avant-garde, ou bien des thématiques avant-gardistes, de réfléchir peut-être parfois avant tout le monde, de proposer des axes de réflexion, Tant que donc vous n'avez pas un message simple, compréhensible, la personne en face de vous aura du mal à vous comprendre. Voilà pourquoi, dans les années 2000, il y a le CRDI, le Centre de recherche international, c'est ça, CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, c'est ça l'exemple, un organisme canadien qui soutient la recherche, qui était ici d'ailleurs à Dakar, mais le gouvernement sénégalais a quand même, j'allais dire, comme on dit, il a déconné quoi. Ils ont laissé le CRDI partir et aujourd'hui le CRDI est à Nairobi, au Kenya. Alors quand même c'était un centre qui avait quand même cette portée-là d'aider la recherche, notamment parce que quand le CRDI était là, il y avait beaucoup de production, etc., qui était soutenu financièrement par le CRDI. Et le CRDI avait justement lancé une recherche et après avait publié un ouvrage qui s'intitule Les rapports entre décideurs et chercheurs. Je répète, les rapports entre décideurs et chercheurs. Et ça vous concerne. Ça nous concerne tous. Parce que ça nous met face à nos responsabilités, soit de transformateurs ou bien de non-transformateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une recherche pour lui, c'est une victoire sans vouloir. Vous faites une recherche pour vous. Je le dis souvent aussi aux étudiants de master. Ils ne publient pas même un article scientifique. Durant toute leur carrière universitaire, vous êtes à l'université depuis L1, L2, L3, M1, M2. Vous avez fait un mémoire, mais vous ne publiez même pas un article scientifique. Wow, après, qu'est-ce que vous allez raconter à vos enfants de votre... Bon, peut-être la vie, les longues files d'attente là devant les restaurants, les files d'attente pour se toucher, hein, pour faire des choses comme ça. Ça, c'est pas inspirant. Il faut alors penser à publier. Et le processus de publication nous interroge aussi sur nos rapports entre décideurs et chercheurs. Sinon, les travaux que nous faisons au niveau des universités restent au sein des universités et sont très très peu utilisés.
Ça, pour moi, ce n'est pas quand même pour ça qu'on avait fondé nos universités. Parce que nos universités sont aussi des gouffres à milliards. Regardez juste les bourses des étudiants. Ce sont des gouffres à milliards. Bon, je rappelle que je n'ai rien contre vos bourses. C'est juste un exemple. Bon, prenez les salaires des étudiants, plutôt des enseignants. C'est un gouffre à milliards. Puisque vous ne voulez pas qu'on touche à vos bourses là. Hein? Prenons le cas des salaires du personnel. Le personnel enseignant et recherche, okay? Le personnel administratif et technique, les infrastructures et l'entretien des infrastructures. Arrêtons-nous juste à ça. Vous verrez quand même que ce sont des poches de budget, des poches de dépenses extrêmement importantes. Et donc, tant que l'université après n'a pas cette valeur-là, de contribuer à la réflexion et au développement de la société, l'université a un rôle très faible. Si c'était juste, ça serait juste à accompagner les jeunes à trouver parfois de l'emploi, et d'ailleurs parfois difficilement. Voilà pourquoi réfléchir au message est extrêmement important. Voilà pourquoi je dis, moi souvent je le dis aux étudiants qui sont formés au sein de mon institut, je leur dis, faites tout pour ne pas être des techniciens cliqueurs. Si vous êtes des cliqueurs, c'est-à-dire que vous êtes le technicien à qui on demande, ok, fais-moi une carte sur le réseau routier de Dakar. Fais-moi une carte sur ça, fais-moi une carte sur ça. Et maintenant, la question qui va se poser, moi, s'il n'y a pas de demande de carte, vous faites quoi? Vous faites rien. Vous faites rien. Donc, participez à faire comprendre les gens, et je pense que ici aussi le milieu est bien choisi, je m'adresse aussi à des étudiants qui vont être éparpillés dans les différents secteurs de l'économie sénégalaise. Certains vont travailler sur des questions de santé, d'autres sur des questions d'agriculture, d'autres sur des questions d'élevage, la géographie, et c'est tout ça. C'est tout ça. Transversal. Donc, vous allez éparpiller dans plusieurs secteurs. Et voilà pourquoi je vous invite à quand même repenser nos relations avec les autres. Avoir un discours technicien, c'est bon. Comprendre, c'est mieux. Parce qu'on va travailler avec des gens. Même si vous fondez votre propre cabinet et que vous devenez consultant ou consultante, vous travaillerez quand même avec les gens. Et tant que les gens ne vous comprennent pas, vous ne pouvez pas avoir des rapports, plutôt des rapports sains et dynamiques. Et tant que vous n'avez pas ces bons rapports-là, vous ne pouvez pas dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, vous ne travaillez pas. Vous voyez? Donc, c'est important, quand on parle aussi de système d'information géographique, de s'arrêter et de marquer le pas pour dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'un objet technique. Mais au-delà de ça, il y a l'utilité sociale. Et l'utilité sociale renvoie ici à la fonctionnalité. Parce que je vous avais dit dans les définitions des éléments qui doivent y être et qui ne peuvent pas ne pas y être, entre autres, il y avait les aspects techniques, il y avait les dimensions liées à l'information à caractère spatial, il faut que ce soit de la donnée géographique. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est process lié à l'utilisation, collecte, traitement, analyse, diffusion, mise à jour, etc. Après, il y avait aussi la finalité. Et ces quatre éléments doivent se retrouver dans la définition. Ils ne peuvent pas ne pas être retrouvés dans la définition. Sinon, la définition, elle va être déficitaire. Voilà pourquoi je vous engage en vous disant, prenez la définition que vous voulez. Quand je vous pose la question de savoir qu'est-ce que SIG, mais prenez quand même la peine de me dire, de me fournir une définition qui me renseigne sur ces éléments-là, parce que ces éléments-là sont fondateurs de ce qu'on appelle le système d'information géographique. Les systèmes d'information géographique, plutôt les systèmes d'information, il en existe plusieurs. Est-ce qu'on est d'accord? Dans une entreprise, vous pouvez avoir un système d'information, c'est pour gérer par exemple le personnel, notamment en ressources humaines, c'est pour gérer tout ce qui est productivité au niveau de ou production, si vous voulez, au sein de l'entreprise. C'est pour gérer tout ce qui est pointage au sein de l'entreprise. Bref, tout ce qui permet d'avoir de l'information sur le personnel et sur la production de l'entreprise. Ça, c'est un système d'information. Mais pour autant, ce n'est pas un système d'information géographique pour une raison simple. L'information qui est collectée et traitée n'a pas une caractéristique d'ordre géographique. Elle n'est pas dotée de référence ni spatiale, ni cartographique. Et quand plutôt ni géographique, ni cartographique. Quand je dis géographique, je renvoie à tout ce qui est longitude et latitude. Quand je dis cartographie, je renvoie à tout ce qui est coordonnées liées au système de coordonnées de référence afférentes justement à la projection. Il peut s'agir du système de Lambert, du système de Mercator ou d'autres systèmes parce qu'il en existe
plusieurs. Plusieurs. D'accord? Est-ce qu'on se comprend? Alors, après, donc, vous avez donc une compréhension ici résumée. Le système d'information donc renvoie à bon, il y a plusieurs significations, disons, ensemble de données spatiales et structurées sous forme numérique, un système informatique logiciel pour manipuler des données géoréférencées. Géoréférencement, ici, c'est le processus qui consiste à attribuer des données d'inférence spatiale à une entité spatiale, cartographique. Ensemble de processus techniques et humains permettant l'utilisation d'informations géographiques localisées et à caractère numérique. Ça aussi, c'est important. Donc, ici, ça renvoie aussi à tout ce qui est, et j'avais aussi en parler dans les composantes du système d'information géographique, tout ce qui est processus technique, le processus humain. Ça veut dire quoi? Si je vous donne le logiciel, je vous donne l'ordinateur, je vous donne de la donnée, une base de données sous clé, etc., vous ne pourrez rien faire tant que l'aspect humain n'arrive pas. Et l'aspect humain, ce sont les ressources humaines. C'est vous-même. Ça veut dire que si vous n'avez pas de capacité pour faire un SVG ou manipuler un SVG, le SVG ne pourra pas fonctionner. Parce qu'il n'y a pas d'utilité intrinsèque. L'utilité est en rapport avec l'utilisateur. Et c'est l'utilisateur qui définit l'utilité en fonction du besoin qui est exprimé. D'accord? Et donc, c'est tout un ensemble. Et d'ailleurs, l'idée de système renvoie à un ensemble de choses interconnectées et qui fonctionnent de façon concomitante. C'est ça aussi un système. Quand on dit système d'information géographique, ça renvoie à un système composé de plusieurs choses, mais dont la présence est nécessaire, quelle que soit la chose considérée. Ça veut dire que si vous avez les données et que vous ne savez pas les utiliser, ça ne fonctionne pas. Si vous savez opérer et que vous n'avez pas de machine, un ordinateur, ça ne fonctionne pas. Si vous avez une machine et que vous n'avez pas le logiciel, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez le logiciel et que vous ne connaissez pas les principes, ça ne fonctionne pas, et ainsi de suite. Ces éléments-là doivent se retrouver dans le système, mais en même temps. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est ça l'idée du système. C'est comme qui dirait le cycle de l'eau. Les cycles, de manière générale, les cycles. Hein? Le cycle de l'eau est composé d'éléments qui opèrent en même temps. En même temps qu'il y a de l'évaporation, il peut y avoir ailleurs de l'infiltration. En même temps qu'il y a l'infiltration, alors il peut y avoir précipitation. Il peut y avoir après condensation, ainsi de suite, ainsi de suite. Le cycle de l'eau est composé d'éléments qui opèrent en même temps, quelle que soit l'échelle qui est considérée. L'échelle globale, nationale, locale, sous-régionale, quelle que soit l'échelle. C'est ça, donc, l'idée de système. Donc, vous comprendrez qu'un système d'information, c'est aussi un ensemble d'éléments qui sont interconnectés les uns avec les autres et qui fonctionnent de façon concomitante. Par conséquent, vous trouvez dans la documentation plusieurs appellations, exemple les CIR, système d'information à référence spatiale. Si vous trouvez ça dans la documentation, pour la plupart du temps, on réfère au système d'information géographique. Mais vérifiez quand même. D'accord? C'est un système d'information à référence spatiale. Ça peut renvoyer au SIG. Donc, quand je vous dis qu'est-ce qu'un système d'information à référence spatiale, c'est un système d'information géographique. Et qu'est-ce qu'un système d'information géographique? C'est un système d'information à référence spatiale. Vous pouvez trouver ça dans la documentation. Voilà pourquoi je vous donne ces idées-là. Pour que quand vous les retrouvez, vous ne soyez pas perdus. Ils renvoient à la même chose. Vous pouvez trouver aussi le système d'information sur l'environnement, mais attention, là, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'information métiers. Je répète, les systèmes d'information métiers. Quand vous entendez parler de système d'information métier, cela renvoie à un système d'information qui est lié à un but spécifique. Ah, je vais oublier de brancher ma machine. D'information, mais toutes les données collectées sont en rapport avec leur domaine, la santé. Leur système d'information géographique, c'est un système d'information métier. D'accord? Donc, si vous trouvez le concept système d'information sur la santé, ça peut renvoyer à un système d'information, sauf que là, c'est un domaine spécifique et donc on l'appelle système d'information métier. D'accord? Alors.
Vous avez aussi le système d'information sur le territoire. Ça peut être une appellation aussi du système d'information géographique. Mais encore une fois, à chaque fois que vous verrez le concept tel et qui diffère de l'appellation que vous aviez l'habitude d'entendre, prenez la peine de faire une documentation autour de ça pour vous assurer qu'il s'agit de la même chose exclusivement ou bien qu'il s'agit de la même chose approximative. D'accord? Mais je partage au moins un certain nombre de concepts que vous pouvez trouver effectivement dans la documentation. L'autre concept aussi que l'on prend souvent comme SIG, bon, notamment ceux qui ne savent pas, c'est le concept de géométrique. Ok? S'il vous plaît. 2. Alors 2 fois, il reste 8. On est d'accord? Voilà. Alors, je disais en fait qu'il y a aussi un concept qu'on a souvent tendance désormais à utiliser, c'est le mot géomatique. La géomatique renvoie à la rencontre entre la géographie et l'informatique. Donc la contraction de géographie et d'informatique donne le concept géomatique. Ok? Je répète. La géomatique relève de la rencontre entre la géographie et l'informatique. Donc c'est un concept qui relève de deux autres concepts, en l'occurrence géographie, d'où le mot géo, et informatique, qui complète donc le mot géo, et on dit géomatique. La géomatique n'est pas une... donc disons, ce n'est pas une matière. La géomatique n'est pas une matière, comme la géographie. La géomatique est un regroupement de matières. Voilà pourquoi la géomatique, désormais, est un domaine de compétences extrêmement recherché. Ce matin, je discutais avec une collègue au niveau de l'université de Paris-Sorbonne, parce qu'on encadre ensemble un doctorant sénégalais, Pape Diakdouf, et elle me disait effectivement qu'elle a remarqué que dans les références bibliographiques que M. Diouf lui a transmises, il y avait des références intéressantes, mais quand même qui dataient de longtemps. Et on discutait justement des évolutions dans ce domaine-là de la géographie des télécommunications. Et aujourd'hui, il y a deux choses qui marquent profondément ce domaine. C'est la géomatique. Deux, c'est l'intelligence artificielle. Ces deux choses-là sont extrêmement importantes à prendre en considération. Je dirais que ce n'est pas exclusif dans la géographie des télécoms. Mais vous ne pourrez pas faire de la climatologie. Mais aujourd'hui, faire de la géographie, c'est quand même être capable d'utiliser les outils de la géomatique. Parce que qu'est-ce que la géographie? L'autre disait que la géographie est l'étude de la maison des hommes et des hommes dans leur maison, qui est la terre. Je répète. La géographie, c'est l'étude de la maison des hommes et des hommes dans leur maison, qui est la terre. Qu'est-ce qu'on peut étudier en dehors de l'outil? De l'instrumentalisation, pas des outils modernes. On ne peut pas faire de la géographie comme on faisait la géographie il y a 20 ans. On ne peut pas faire de la cartographie même comme on faisait de la cartographie il y a 20 ans. Mais non. Vous ne pouvez pas. Donc vous avez besoin de connaître ces outils-là. Et c'est un enjeu fondamental. Si vous documentez aujourd'hui sur la géomatique, vous avez vu aujourd'hui le départ de beaucoup d'étudiants de géographie vers le Canada. Pour la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Géomatique. Parce que le Canada est précurseur dans ce domaine-là. Et le Canada détient également est l'un des pays qui détient les meilleures universités en matière de géomatique aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui me sollicitent pour compléter des dossiers là, pour faire une lettre en complément pour aller au Canada. Vous ne pouvez pas échapper à cette règle-là. Vous ne pouvez pas. Si vous travaillez au ministère de l'Environnement, comment vous pouvez les aider en tant que géographe recruté?
si vous ne connaissez pas les outils de spatialisation des problématiques qui sont adressées. Si vous travaillez au ministère de la Santé, comment vous pourrez faire ça? C'est pourquoi j'étais tellement heureux de voir aujourd'hui que le ministère de la Santé au Sénégal est dirigé par un géographe. Camarades, on n'est pas dans un meeting là. Hein? C'est une fierté, mais en fait, moi la fierté, je m'en fous. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le géographe est capable de faire en termes de santé et que les autres ne pourraient pas faire. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la santé n'est pas l'absence de maladie, mais un état complet de bien-être physique, mental et social. Qui est mieux placé pour comprendre ces aspects-là que le géographe? Voilà pourquoi le médecin, lui, il va chercher des remèdes. Le géographe, lui, il va chercher la prévention. Parce que la santé a des déterminants sur l'environnement. Or, l'environnement est le cadre de vie de la personne. Et la société fait partie des objets de la géographie. Voilà pourquoi aussi nous avons des cousinages, même si c'est à plaisanterie avec la sociologie. Qui est mieux préparé que la géographie? Personne. Et prenez d'autres domaines. Prenez d'autres domaines. Nous, on est dans la spatialisation des phénomènes et des faits sociaux et sociétaux. On n'est pas dans d'autres approches que des approches qui permettent finalement de comprendre les problématiques dans leur essence. Et c'est la compréhension de ces problématiques dans leur essence qui permet de résoudre les problèmes de la société. On a toujours négligé ces aspects-là de connaissance au sein de cette société. On a toujours eu des gouvernements qui se sont succédés, mais qui ont fait du clientélisme politique comme pas possible. Comme pas possible. Tu me grattes mon dos, je te gratte ton dos, tu me grattes mon dos, je te gratte mon dos. On gagne ensemble, on gouverne ensemble, quand bien même tu me confies des ministères autour desquels je n'ai aucune connaissance. Ça, c'est du clientélisme, ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Jamais. Et je pense que, quand même, il est temps que l'on valorise nos connaissances, nos savoirs. Sinon, ce pays-là, il va faire du vélo de part droit. On va pédaler fort, on va nulle part. Et ça, c'est un problème. Donc, on est bien placé pour comprendre en fait les problématiques de manière générale. Mais je vous invite à réfléchir aussi autour de tout ce qui est outillage du géographe, autour de la géométrie. Parce qu'aujourd'hui, le renouvellement de la géographie, vous vous rappelez dans les années 70, dans les années 80, on parlait de tout ce qu'on appelle le renouveau de la géographie. À l'époque, on réfléchissait sur l'avancée et puis le phénomène urbain qui prenait de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, c'est une connaissance. On dit que déjà, à l'horizon 2050, plus de la moitié de la population vivra donc dans un espace qui est à moins de 60 km de là. Donc, d'une côte. Et pour la plupart des côtes, c'est de l'urbanisation. Prenez le cas de Dakar. Et la côte sénégalaise, les grandes villes sénégalaises se trouvent sur la côte. Ça, c'est un fait urbain pratiquement mondial. C'est un fait un constat mondial. Et par conséquent, ce qui permet aujourd'hui de réfléchir sur ça, c'est avoir les capacités à spatialiser ces phénomènes pour permettre une meilleure compréhension, parce que, encore une fois, selon la démarche de l'aménagement du territoire, on permet tout simplement un équilibre des territoires, le trop plein et le trop vide. On essaie de mettre un optimum, pour reprendre le concept en aménagement du territoire. On cherche des optimums. Et l'analyse spatiale, qui est également une démarche que l'on peut appliquer dans le domaine de la géomatique, permet finalement d'organiser l'optimum qui est recherché en aménagement du territoire. Donc, vous avez besoin d'avoir des outils. Si vous ne savez pas utiliser l'ordinateur, de grâce, cherchez à avoir la main sur l'outil informatique. Ok? Même si vous n'avez pas les moyens, allez voir des formations ici au CESMI, à la FASEC, des formations modulaires, hein, à 10 000 francs, vous faites un module. Même si c'est une fois par année, durant les 3 ans que vous faites ici, 5 ans que vous faites, au moins vous maîtrisez au moins l'usage de l'ordinateur. Maintenant, après, vous avez des outils, des ordinateurs, plutôt des logiciels qui sont gratuits, le logiciel QGIS est un logiciel libre, gratuit, extrêmement performant qui vous permet de le faire du système d'information géographique. Après, vous avez tout un ensemble de tutoriels sur YouTube qui vous permettent aussi de faire du système d'information géographique, de construire des cartes de façon automatisée.
Sachant bien sûr que quand vous êtes recruté, vous ne ferez pas vos cartes à la main. Vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Ok? Et donc, il est important de réfléchir à ça. Et puis, la dernière chose, c'est bien sûr de venir faire la formation que je vous offre. J'avais dit aux responsables que je retire ma formation puisque vous bombardez. Mais je la maintiens quand même. Et donc, si vous voulez, à partir de lundi prochain, le premier groupe va passer. Après, on va voir avec le deuxième groupe, etc. D'accord? Donc, vous voyez avec les responsables et vous me transmettez les listes. Alors, malheureusement, ce ne sera pas des formations approfondies, mais au moins une initiation. Après, vous avez une base, vous avancez. OK? Mais je prends aussi des groupes de 20 à 25 personnes. Mais je pense que 25 personnes. Parce qu'on fait de la pratique. On va vous installer le logiciel, on va vous transmettre quelques données et on vous montre comment procéder. Après, vous avez aussi des camarades qui sont dans des écoles de fondation, des instituts de la géométrie. Il y en a parmi vous qui sont au moins un ou deux, je pense, qui sont à mon institut et qui sont dans votre même classe ici. Oui, et vous pouvez vous entraider, mais de grâce, développer des compétences techniques. C'est ça qui vous fait travailler. Le diplôme ne fait travailler personne. Sinon, vous n'aurez pas vu des docteurs qui chôment. Au département, il y a des gens qui ont le doctorat et qui chôment, qui cherchent de l'emploi. Je le sais parce que moi, je crée de l'emploi. Moi, j'ai un cabinet et j'ai un institut. Il y a des gens qui viennent déposer là-bas, qui ont le doctorat pour venir enseigner à mon institut. Le diplôme, il ne fait travailler personne. Je vous ai averti. Développer des compétences aussi. Développer des compétences. Des compétences au travail, des compétences langagières, parler. Mais de grâce, venez à le parler. Et surtout parler utile, parce que là, il est d'accord. Mais parler utile. Apprenez à parler de vos compétences. Apprenez à raconter la géographie, parce que la géographie aussi raconte des histoires. Apprenez à parler. Sinon, même le jour où l'on vous reçoit là, en entretien, soit stage ou d'embauche, carrément, vous êtes là à chercher vos mots, c'est une honte. On va comprendre. Développer des compétences maintenant. N'attendez pas le diplôme. N'attendez pas le diplôme. Tout le monde ici connaît quelqu'un qui a le master et qui chôme. Ou bien connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui chôme. Tout le monde ici. Le diplôme, il ne fait travailler personne. Développer des compétences. D'accord? Après, vous avez les vocations liées au système d'information géographique. Mais, quelle que soit l'appellation, ce côté-là, ils sont extrêmement. Moi, je ne sais pas quel est le problème. Alors, s'il vous plaît. 3 fois, voilà, 3. Il reste 7. Hein? S'il vous plaît, hein, les gars. Ah, voilà, 4. Il reste 6. Voilà. Alors, quelle que soit l'appellation que vous trouvez dans la documentation, il faut au moins savoir que les SIG ont pour vocation la production et l'exploitation d'informations géographiques pertinentes. Et voilà pourquoi aussi le domaine de production du SIG, en l'occurrence le domaine de la géométrie, est un domaine extrêmement important. Extrêmement important. C'est le domaine de la production et de l'exploitation d'informations géographiques pertinentes pour une problématique de gestion spatiale. Et puis, vous voyez ce que je vous disais dans la définition, la finalité du SIG. Ça revient toujours. Ça revient toujours. La finalité. Quelle est la finalité? Gérer une problématique à caractère spatial. Quelle que soit la problématique. À ce moment-là, quand bien même vous êtes géographe, vous devenez utile à l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise cherche? Vendre. Faire des profits. Il y a ce qu'on appelle en géographie le géomarketing. Et le géomarketing est un domaine de connaissance qui utilise des instruments pour comprendre la répartition spatiale des objets, des phénomènes, des zones à l'échelle des territoires et à mieux vendre sur la base de cette répartition. À ce moment-là, vous devenez utile même à l'entreprise, parce que là, vous êtes capable de dire à l'entreprise quelles sont les zones de chalandise, quelles sont les zones de clientèle potentielles
quels sont les postes où il y a justement un vide. Voilà pourquoi, si vous cherchez aujourd'hui une carte de la répartition des infrastructures et des réseaux au niveau des opérateurs de téléphonie au Sénégal, il est très rare de voir des cartes comme ça circuler. Pourquoi? Ce sont des cartes qui sont éminemment stratégiques. Je me rappelle quand on était étudiant, les données sur les télécommunications au Sénégal, pour les obtenir au Sénégal, nous autres doctorants sénégalais, c'était tout un problème. Vous savez où est-ce qu'on trouvait nos données? Quand on repartait à l'université, dans nos universités en France, moi j'étais à l'université de Toulouse 2, le Mirail. Je trouvais, et à l'université de Bourgogne, avec le professeur Annie Chenoloké, qui aujourd'hui est parti à la retraite. Annie Chenoloké, et pourtant, elle ne travaille pas sur les questions de télécommunications. C'est après qu'elle est entrée dans ce jeu-là, dans les années 2000. À la base, c'est une géographe ruraliste. Elle a travaillé ici dans la zone de la Casamance, donc elle connaissait le Sénégal, notamment dans sa partie sud. Mais après, dans les années 2000, elle a fait des projets de recherche sur des programmes de recherche comme, c'était pas Network, mais c'est Gidel qui m'a fait de ça, peut-être que ça va me revenir. Mais elle a fait quand même des projets de recherche où il y avait beaucoup de doctorants africains. Donc on n'était pas que des Sénégalais, mais il y avait des doctorants africains. Des Ivoiriens, dont le professeur Loukou, qui aujourd'hui enseigne à l'université plutôt je pense qu'à Abidjan. Elle a travaillé aussi avec le professeur Anichel Loké sur des questions de télécom. Moi, j'étais à Toulouse et je travaillais avec le professeur Emmanuel Evenou. Certaines données du Sénégal, nous les recevions à partir de la France. Vous voyez le schéma? Parce que ce sont des données qui sont hautement stratégiques. Et bien sûr, peut-être probablement les étudiants français là, accéder à ces données parce que ici, les opérateurs, le principal opérateur, c'est Orange. Orange est français. Donc, ils obtenaient les données du Sénégal et même de l'Afrique à partir des universités. Et nous, c'est là-bas que nous obtenions les données dans notre propre pays. Des données qui concernent notre propre pays. C'est pourquoi, quand même, il faut faire aussi de l'activisme. Il faut faire de l'activisme. Quand on dit, Talakai Orange là, il faut participer. Il faut boycotter Orange. Il faut se battre contre ces gens-là qui font de la prédation dans nos pays. C'est important. Vous pensez que Orange ose offrir de la connexion gratuite aux jeunes Français à partir de minuit? Ils n'y pensent même pas. Pourquoi ils vous offrent la connexion gratuite à partir de minuit? C'est pour que vous ne dormiez pas. Que vous passiez tout votre temps là jusqu'à 3 heures matin à envoyer des SMS parce que vous voulez en profiter. Je t'aime moi non plus, je t'aime moi non plus. Jusqu'à 4 heures du matin. Le matin, vous allez à l'école, à l'université. Vous regardez le prof, vous ne le voyez pas. Vous l'écoutez, vous ne l'entendez pas. Et voilà. C'est la réalité. Ils n'osent pas faire ça en France. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Impensable. S'il vous plaît. Ça fait combien? 5. Il reste 5. Allez, c'est parti. Donc, alors. Bon, c'est vite de dire le mot, s'il vous plaît. Je dis, alors. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Pour que vous participez aux réflexions stratégiques. Vous voyez déjà, vous le dites, ok, participez à boycotter Orange, mais non, Orange va m'offrir des bonus. Quel est ce bonus-là qui contribue à te rendre esclave éternellement? Il faut dire non. Se battre une fois et puis réserver. Orange n'ose pas. J'étais en France, et vous autres là, vous allez partir en France, Inch'Allah, dans vos études, ou au Canada, ailleurs. Ils n'osent pas faire ça. Ils n'osent pas. Quelles sont ces manières-là? Offrir à une population jeune qui est censée se reposer, dormir, récupérer, revenir le matin avec un esprit frais. Vous leur faites passer tout leur temps là, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je comprends, vous n'avez pas les moyens quand même de avoir une connexion durant la journée. Vous voulez en profiter le soir, c'est normal. Mais sauf qu'il y a également des revers. Et que le matin, on n'est pas fonctionnel. On ne s'est pas beaucoup reposer. Quand on ne se repose pas beaucoup, on ne peut pas réfléchir de façon active.
Vous allez en classe déjà presque mourant, vous prenez les transports encore, les transports aussi font leur job, ils vous prennent une partie de votre énergie. Vous êtes en sueur, vous venez dans des amplis comme ça remplis, ok? On vous fait des ventilos là qui fonctionnent presque à peine. Et vous voulez qu'on veut que la jeunesse soit performante? C'est pas possible. Je le dis pour que vous participez aux réflexions stratégiques parce que vous êtes des cadres supérieurs. Et c'est important. Sinon, on peut passer tout le temps à faire nos cours là. Après, on forme des gens diplômés. On leur remet des diplômes, chacun s'en va. Mais ce pays-là ne change pas. Parce qu'on ne s'arrête jamais pour réfléchir à quels sont nos problèmes structurels majeurs. On ne réfléchit pas. Et le rapport, c'est pourquoi moi j'ai bien aimé certaines décisions que le gouvernement actuel a prises. Parce que ça nous renvoie à nos responsabilités. Il faut quand même nous départir de certaines pratiques. Depuis plusieurs années, le Sénégal est riche de ses ressources naturelles, on ne les voit pas, on n'en profite pas. Parce que dans nos universités, on évite même d'en parler, on fait un cours entier là, c'est pas le problème. On dit, ouais, la climatologie, c'est ça, l'atmosphère, c'est ça. Après, so what? Et après? Et après? Ça change quoi? Quand on nous habitue à l'asservissement, quand on est décideur aussi, bon, on va donner les marchés aux cabinets français, américains, etc., qui nous font faire donc des choses, ils repartent avec notre argent, alors que nous avons une jeunesse ici à faire travailler. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais participez à ces réflexions stratégiques, parce que si vous ne participez pas aussi, les gens ils vont faire ce qu'ils veulent, je vous garantis. Donc, peu importe le concept qui est privilégié, le SIG a vocation à la production, à l'exploitation. Peu importe aussi le terme que l'on emploie, le but est de moderniser notre façon de produire de la valeur et de l'intérêt commun autour de nos territoires, parce qu'encore une fois, le SIG a quelques repères historiques. Mais j'insiste pas là-dessus. Je donne juste que il y a plein de documentation sur l'historique, disons la géométrie, l'historique du système d'information géographique, etc. Mais ce qui est remarquable, au moins, c'est qu'on date à une période lointaine, en particulier 1854, avec John Snow, qui utilisait un outil qu'on a considéré comme l'ancêtre du SIG tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour suivre justement les points de contamination dans le cadre d'une épidémie. Hey, est-ce que vous connaissez les premiers mots qui ont été transmis sur un téléphone? Qui a créé le téléphone ou inventé le téléphone? Graham Bell. Quels ont été les premiers mots qui ont été prononcés sur un téléphone? Hein? Alors, bon, c'est presque la même chose, mais bon, après, c'est pas le mot allô que je recherche. Hein? Ouais, il a dit hello, c'est vrai. Après, nous le prenons comme allô, oui. Mais en fait, il a dit autre chose qui a aujourd'hui déterminé jusqu'à présent la fonction du téléphone. Hein? Il lui dit, come here, I need you. Et ils étaient en train de tester le téléphone sur des pièces contiguës. Sur des pièces contiguës. Ok? Il a dit, come here, I need you. Suivez mon regard. Aujourd'hui, le téléphone, c'est quoi sa vocation? Régler aussi des problèmes, même y compris des rapports, des préoccupations en rapport avec la mobilité. Viens ici, j'ai besoin de vous ou de toi. Et c'est toujours une fonction du téléphone traditionnel. Hey, je vous donne cet exemple-là pour faire une corrélation ici. Regardez l'ancêtre du SIG. À quoi avait-il servi? À quoi avait-il servi? À déterminer les points de contamination dans le cadre d'une épidémie. Voilà. Déterminer les points de contamination, ça veut dire donc spatialiser. Et jusqu'à présent, cette fonction-là est extrêmement déterminante dans l'utilisation du système d'information géographique. Déterminante. Après, si je fais vraiment un saut lointain dans le temps, on arrive en 1950 et dans les années 70, avec les premières cartographies automatisées. Et là, à ce moment-là, on commence notamment à parler du système d'information géographique. À l'époque, c'est un outillage extrêmement rudimentaire. Le mot SIG n'est pas utilisé, mais un système quand même informatisé où les gens commencent quand même à spatialiser de la donnée
sur une carte pour suivre un phénomène qui a une répartition spatiale. Mais 1950 jusqu'aux années 70, et en particulier 70 à 80, marqué par quoi? Par, oui, le renouveau de la géo. Ça, c'est dans le domaine de la géographie, et c'est extrêmement important. Mais à l'échelle mondiale, les années 70 et 1980, c'est l'ère d'Internet. Internet est né dans les années 70. En quelle année Internet est entré au Sénégal? Ils me disent, hé, monsieur, mettez en correction. Hein? 80? 90? 90? Vous êtes sûr ou bien c'est une tentation, une tentative? Hein? Vous avez les années 70 jusqu'aux années 80. On était sur l'émergence de l'Internet. Internet est né dans les milieux militaires. Avant d'être un outil grand public, Internet était un outil créé par les militaires. Utilisé par les militaires d'abord, et après, Internet a été répandu comme étant un outil grand public. Grand public. D'accord? Et maintenant, puisque l'armée utilisait Internet, les universités se sont connectées. Plus tard, dans les années 2000, les gens réfléchissaient finalement à la vulgarisation d'Internet. Et d'ailleurs, si vous voyez les grands travaux en géographie des télécommunications ici au Sénégal, avec le professeur Momar Koumba Diop qui était à l'IFAN aujourd'hui, qui est parti à la retraite, les professeurs Olivier Sagna qui aujourd'hui sont au ministère de l'enseignement supérieur, qui était ici professeur au niveau de l'EBAD, et entre autres, hein, bien sûr. Ces années-là ont été marquées par des programmes de recherche autour de quoi? La fracture numérique. Parce qu'il fallait faire de sorte à résoudre ces problèmes-là, que les gens acceptent désormais à l'outil Internet qui était utilisé, ou bien dont on disait que ça allait nous permettre de réduire les gaps en termes de développement entre les pays développés et les pays en voie de développement, dont le Sénégal. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans ces projets de recherche, dans ces projets pour mettre en place parfois des télécentres communautaires, par exemple le programme de l'UNESCO sur ce qu'on appelait les CMC, les centres multimédia communautaires, hein, avec des programmes français comme les programmes ADEN, les agences pour désenclavement numérique. Il y a eu plein. À l'échelle mondiale, il y a également ce qu'on appelait les politiques états-uniennes autour du vice-président américain Al Gore, à l'époque dans les années 90. Et Al Gore d'ailleurs est à l'origine du mot qu'on appelle les autoroutes de l'information. C'est lui-même qui l'avait lancé. Et donc c'était une réflexion mondiale jusqu'aux années 2000, en particulier 2003, 2005, où il y a eu, écoutez bien ce que je vais dire, 2003 et 2005. Il y a eu quelque chose de remarquable à l'échelle mondiale qui n'a jamais eu lieu et qui jusqu'à ce matin n'a pas eu encore lieu. C'est le sommet mondial sur la société de l'information, ce qu'on appelle les SNSI. Je répète, en 2003 et en 2005, le monde a organisé à Genève et à Tunis ce qu'on appelle le sommet mondial sur la société de l'information, SMSI. La société industrielle n'a jamais eu un sommet mondial. La société agraire n'a jamais eu un sommet mondial. La société post-industrielle n'a jamais eu un sommet mondial. Seule la société mondiale de l'information s'est vue décerner 2 sommets mondiaux sur la société de l'information. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous savez lire entre les lignes et que vous allez être alerte, vous savez là où le monde va aller. Et le monde d'ailleurs y est déjà. Ce monde-là, il est fait d'information. Armand Matlar disait, l'information est la matière première des sociétés contemporaines. Quiconque détient l'information détient le pouvoir, même si ce pouvoir est temporaire. Le système d'information géographique aussi permet d'accéder à l'information. Et l'information permet d'avoir le pouvoir. Donc ça, c'est une caractéristique de la société où nous vivons actuellement.
Jamais dans l'histoire mondiale, un type caractéristique de société s'est vu décerner un sommet mondial, à plus forte raison deux. Seule la société de l'information a vu deux sommets mondiaux qui lui ont été consacrés, en 2003 et en 2005, à Tunis et à Genève, en Suisse. C'est inédit. C'est inédit. Et donc, Internet, plutôt le SIG, est entré également dans ce contexte-là mondial, qui est fait de besoins d'information, mais surtout d'information spatialisée. Et à ce moment-là, notamment dans les années 90, que l'on assista au développement de ce que l'on appelle désormais SIG. Des sociétés de conception de logiciels telles que Esri et d'autres sociétés ont vu le jour, ont été développées autour de ce sillage pour pouvoir finalement entrer dans cette mouvance-là et proposer des solutions logicielles qui permettent d'instrumentaliser le travail de ceux-là qui sont chargés d'aider les processus décisionnels à s'opérer. Bien sûr, si je m'arrête aux années 90, c'est pour vous donner de grandes étapes. Mais il faut dire aussi qu'à partir des années 2000, et notamment à partir des années, disons, 2022, on entre encore dans une nouvelle ère. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Notamment en novembre 2022, qu'est-ce qui s'est passé et qui a bouleversé aujourd'hui le monde? L'intelligence artificielle avec ChatGPT. Aujourd'hui, la bataille entre les États-Unis, la Chine, l'Union européenne a tendance aussi à épouser d'autres formes, notamment autour de l'IA. Aujourd'hui, l'Union européenne se targue d'être le seul ensemble de pays à l'échelle mondiale qui a une législation claire et précise sur l'IA, à travers les lois qu'on appelle AI Act, qui a été lancé il y a quelques mois. La Chine, au niveau de la Chine, ils sont en train d'acheter une licence de ChatGPT, préparée à leur start-up. Au niveau de la France, il y a une start-up qui s'appelle Mistral, qui est fondamentalement soutenue par le gouvernement français pour concurrencer également, ou bien participer à la concurrence mondiale autour de l'IA, et concurrencer en particulier OpenAI. Et OpenAI est la société qui a lancé ChatGPT en novembre 2022. Aujourd'hui, ils ont lancé une nouvelle version omnimodale qui transforme l'économie mondiale de façon consubstantielle. Le SIG n'échappe pas à cela parce que même Google est en train de travailler sur ces mises à jour pour pouvoir proposer des résultats de recherche non pas uniquement en lien, mais en réponse IA. On ne peut pas échapper à cette réflexion-là. La donnée spatiale aujourd'hui, vous prenez de la donnée, vous la faites analyser avec des IA, et ça vous permet d'identifier des perspectives, peut-être qui ne sont pas perceptibles à l'œil humain. Vous avez des logiciels de data, de données, de gestion de big data, qui fonctionnent désormais, qui impliquent aussi l'utilisation de l'IA, et qui vous permettent d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus avancées. Les extensions de QGIS aujourd'hui qui se mettent également à cette révolution, de ArcGIS qui nous permettent aussi de faire ça, avec des cartographies web dynamiques et qui permettent d'obtenir des résultats extrêmement intéressants, mais de façon extrêmement rapide. Toutes ces évolutions-là peuvent également être citées lorsqu'on parle de l'évolution du SIG, parce que le SIG ne sort pas de ce cadre. On est toujours dans le domaine de la technologie numérique. Et ça, c'est fondamental. Donc, quand vous faites vos mémoires là, n'oubliez pas de vous mettre aussi dans la perspective des évolutions thématiques de vos disciplines. Certains vont travailler en géo de la santé, d'autres en aménagement, d'autres sur la climatologie, d'autres cartons, autre chose. Ok? Mais n'oubliez jamais de retracer aussi l'évolution des choses parce que c'est ça qui donne une épaisseur historique à votre problématique. Et l'épaisseur historique permet aussi de se projeter dans le temps. Et la géographie a besoin de ça. D'accord? Après, je vous ai dit qu'est-ce que le SIG, je vous dis maintenant ce que le SIG n'est pas. Je vous dis ce que le SIG n'est pas, parce que souvent on entend des confusions entre SIG et ces choses-là. Le SIG n'est pas le GPS. Souvent vous voyez dans GG, un GPS, ce n'est pas la même chose.
Le GPS, c'est juste un outil qui vous permet de collecter de la donnée spatiale. En faisant quoi? En communiquant avec des satellites. Faisant des satellites. C'est tout. Je vous ferai une présentation dans les prochains cours sur l'utilisation, par exemple, des drones désormais en géomatique. Ce que vous pouvez faire avec la collecte de données, avec les drones. Ok? Je vous présenterai aussi des logiciels. Bon, je parlerai de ces choses pour que vous sachiez, en fait, vous avez une bonne idée de ce milieu qu'on appelle géomatique. D'accord? Mais le SIG n'est pas justement le GPS. Le GPS, c'est Global Positioning System, un système de positionnement global, mondial. Et à la base, c'est un programme américain. Le GPS aussi, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas une marque. C'est comme le frigo. Le frigo. À la maison, on dit, va m'apporter de l'eau au frigo. J'ai mis ça au frigo. Et on prend pour frigo tout ce qui fait comme justement la marque frigo. Le réfrigérateur. Tout réfrigérateur est appelé frigo. Or, frigo est une marque. Vous voyez ce que je veux dire? Tout réfrigérateur à la maison est appelé frigo. Mais frigo, c'est une marque. L'objet en tant que tel s'appelle réfrigérateur. Vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, tous les systèmes qui permettent de collecter la donnée, on a tendance à dire GPS. GPS, c'est un programme des États-Unis qui consistait à lancer des satellites et à collecter de la donnée spatiale. Disons donc à devenir peut-être le maître du monde. On est d'accord? Donc le SIG n'est pas le GPS. Le SIG n'est pas une carte statique. Une carte statique, c'est une carte tirée sur papier. Cette carte-là, elle est morte, elle est définitive. On ne peut pas la faire évoluer. Si vous devez charger cette carte-là avec d'autres informations, le risque est de flouter la carte, parce que la carte, elle est morte. C'est tout d'ailleurs le contraire alors, parce que le SIG permet de faire de la cartographie dynamique. C'est-à-dire que si vous entretenez directement la base de données, vous pouvez mettre à jour la base de données continuellement, jusqu'à ce que vous imprimez la carte. Mais la carte elle-même n'est pas le SIG. Tout comme j'avais dit que la cartographie n'est pas le SIG, ce n'est pas la géographie, ce n'est pas la topographie. Donc il faut savoir faire la part des choses. Et faites surtout l'effort de ne pas faire partie de ces personnes qui disent en tout cas dalle. En tout cas dalle, tu as compris ce que je voulais dire. Ça, c'est pas scientifique. Hein, c'est pas scientifique. En tout cas dalle, non, c'est pas scientifique. Soyez précis, explicite. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. C'est clair. Et ce qui permet de faire ça, c'est justement d'être précis dans son propos, dans son raisonnement. Ok? Donc, les cartes sont souvent des produits du SIG. Est-ce que je me fais comprendre? Je répète. Si vous avez le SIG sur votre machine, par exemple le système, les logiciels, les composants, toutes les composantes, vous traitez des données, vous créez une carte. Ok? Vous produisez la carte. Vous mettez en face de la carte. Vous pouvez après imprimer la carte. La carte là, elle diffère du SIG lui-même. Donc la carte est un produit du SIG. C'est un produit. Vous avez le SIG, vous faites des analyses spatiales. Vous vous rappelez l'exemple que j'avais donné? On cherche à mettre en place un CM et on cherche des critères pour choisir les communes pertinentes pour implanter le CM. On prend le SIG, on fait de l'analyse spatiale, du buffer et autres choses. Après, on identifie les 5 communes qui sont les plus pertinentes, en rapport avec des critères qu'on a définis. Proximité du lotissement départemental. Il faut avoir au moins des écoles primaires. Il faut avoir au moins 1000 habitants. Ainsi de suite, les critères. Et le logiciel me sort les 5 communes qui répondent à ces critères, toutes. Ça, c'est de l'analyse spatiale que vous êtes en train de faire. D'accord? Et après cette carte-là, on peut l'imprimer et donner ça au bailleur ou bien au décideur. La carte elle-même n'est pas le SIG. Le SIG a permis de produire la carte. Ensuite, vous avez donc la carte qui est seulement un moyen de visualisation. Le SIG n'est pas un logiciel. Je répète, le SIG n'est pas un logiciel. Si vous téléchargez là, le logiciel QGIS, exemple,
ou bien d'autres logiciels qu'on transmet. Même si vous avez le logiciel, vous n'avez pas le SIG. Le SIG lui-même n'est pas un logiciel. C'est un ensemble qui avec plusieurs composantes, donc dont le logiciel est juste une composante. Donc ne prenez pas pour l'histoire une seule partie de l'histoire. Parce que le SIG n'est pas justement un logiciel. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce qu'on se comprend? Le SIG n'est pas un logiciel. Si donc vous avez sur votre machine le logiciel QGIS installé, il ne faut pas dire que j'ai un SIG. Vous n'avez pas de SIG, vous avez un logiciel QGIS sur votre machine. Donc vous avez au moins deux éléments. Vous êtes en phase, vous êtes en route donc pour aller vers le SIG. Parce que le SIG, parmi ces éléments, ces composantes, il y a le logiciel, le matériel, et donc vous-même qui êtes la ressource humaine. Maintenant, cherche à savoir est-ce que vous avez des données et si vous maîtrisez les principes. Tant que vous ne les avez pas, on ne parlera pas de SIG parce que SIG c'est un système. Et tous les éléments qui doivent y être, ils doivent nécessairement y être. Si vous en avez deux ou trois, vous n'avez pas un SIG. Parce que le SIG n'est pas un logiciel. Donc, ne faites pas partie de ces gens-là qui disent, ok, qui factorisent les choses, quoi. Soit par paresse, soit par ignorance. Je dis souvent à mes étudiants en géomorphologie, L2, je leur dis, écoutez, le cours de géomorphologie, c'est aussi un moment pour fabriquer des géographes qui font la part des choses, notamment du point de vue conceptuel. Parce que la géomorphologie est aussi un domaine qui traverse l'ensemble de la connaissance en termes de géographie physique, à la limite. Parce qu'elle travaille sur deux éléments importants et qui sont fondateurs de la géographie physique. C'est la topographie et c'est la géologie. Les cartes géomorphologiques sont faites d'ailleurs sur deux supports. Un support topo et un support géologique. C'est le support géologique qui permet d'avoir les couches et de les voir avec les couleurs. C'est le support topographique qui vous permet d'avoir les courbes de niveau. Et ça, c'est dit d'ailleurs sur la carte, notamment sous sa légende, ou bien sa notice. D'accord? Et donc, la connaissance de la géomorphologie nous donne une bonne connaissance aussi de la géographie de manière générale. Voilà pourquoi je dis aux étudiants, ne faites pas, il faut faire l'effort de ne pas faire partie de ces gens-là qui factorisent la connaissance géographique. Je donne juste un mot, le mot montagne. Dans l'imaginaire populaire, c'est-à-dire la compréhension de tout le monde, la montagne est un relief qui a une altitude élevée. Ça, c'est pas une montagne. Sinon, les plateaux qu'on appelle les Causses en France culminent à 2000 mètres. Le mont Bassari au Sénégal culmine à moins de 600 mètres. 585 sur certaines sources. Et pourtant, on parle ici de mont, le diminutif de montagne, Bassari. Et là-bas, on parle des plateaux Causses. Les plateaux 2000 mètres, la montagne 585 mètres. L'altitude n'est pas un élément définitif pour parler de montagne. Pour avoir une montagne, il faut avoir de l'altitude, ok, mais il faut aussi avoir des dénivellations fortes. Et il faut avoir des pentes rectes. Mais si vous demandez à tout le monde qu'est-ce qu'une montagne, l'imaginaire populaire va penser tout de suite à l'altitude. Parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça émane de la manière douloureuse dont la géographie est enseignée à l'école primaire et au CEP. De sorte que les gens disent, moi j'aime pas la géo, moi j'aime pas l'histoire, moi j'aime pas ceci, moi j'aime pas cela. Parce que les gens, en fait, ne font pas ces efforts-là de pédagogie. Et ça, c'est fondamental. D'accord? Donc, levez les équivoques. Vous êtes des géographes, sachez faire le départ entre la bonne graine et l'ivrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ce n'est pas? Ne faites pas partie non plus de ces gens-là qui font de la connaissance nandité. Non, moi je ne parcourise pas. Moi je comprends. Je ne parcourise pas, je comprends. Hey, vous êtes des jeunes. Parcourisez. Arrêtez. Hein? Ouais, mais écoutez, si vous parcourisez, c'est la base de la compréhension. Mais des jeunes qui n'ont rien dans la tête. Hein? Des jeunes qui oublient en live. Tu leur parles là, des choses là, tu leur demandes là, ils ont oublié. En live.
faites quand même des têtes bien. Si vous ne partageez pas, écoutez, je vous pose la question. Qu'est-ce que le climat? Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Pas de naïveté. Pas de compréhension. Vous savez ce que le climat veut dire ou vous ne le savez pas? C'est tout. Qu'est-ce que la température? Vous savez ce que ça veut dire ou vous ne le savez pas? C'est tout. Et pour le savoir, parcourir ça d'abord. Parcourir ça d'abord. Mais des gens qui me disent, ouais, écoutez, moi, depuis le primaire, bon, vous savez, depuis le CM, maman met chacun à sa méthode. Oui, d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, vous êtes des universitaires. Si vous ne retenez rien là, dans votre tête là, qu'est-ce que vous allez expliquer après? Qu'est-ce que vous expliquez? Hey, n'écoutez pas ces gens-là qui vous disent, ouais, de parcourir. Il y a des choses là, vous les parcourez, soit vous ne les avez pas dans la tête. Il n'y a pas autre chose. Des définitions, des notions, des concepts, vous les mettez ici. Vous êtes des géographes. Vous êtes des géographes. Et c'est une, vous savez, être ignorant de certaines choses, ce n'est pas une honte. Moi, qui suis enseignant-chercheur, il y a plein de choses que j'ignore. Et je suis un humain. Alhamdulillah. Mais c'est une honte d'ignorer ce qu'on doit savoir. C'est une honte que d'ignorer ce qu'on est censé savoir. Donc, mettez des choses ici. Ça, c'est fondamental. Et ce qui vous permet aussi de faire ça, c'est quand même d'être résolu à mettre des choses dans la tête. Et ne pas apprendre uniquement pour passer, parce que si vous apprenez pour passer, vous oubliez le lendemain de l'examen. C'est pas uniquement ça. Alors, voici la structure du système d'information géographique. Le système d'information géographique se compose de 5 éléments. 5. Voilà pourquoi on parle de système. 5 éléments. Et pour que vous puissiez parler de système d'information géographique, il faut retrouver ces 5 éléments. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. Si vous avez les deux, vous n'avez pas le troisième jusqu'au cinquième, vous n'avez pas le SIG. Voilà pourquoi, si vous avez le SIG, plutôt le logiciel SIG sur votre machine, vous ne pouvez pas dire que vous avez le SIG parce que vous n'en avez pas encore. Premier élément, mais dans un désordre, c'est un système. Dans un système, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Personne ne connaît là où commence le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, il commence où? Hein? Infiltration, évaporation ou quoi? Ah ouais, c'est ça le problème. C'est un cycle. C'est ça le sens d'un cycle. Quand on était en première année de géographie, on faisait cours à l'amphi, le fac droit, amphi A. On a fait notre cours de géomorphologie avec le professeur Aoud Aboulsaou, qui est aujourd'hui le directeur général de l'enseignement supérieur. Il nous disait avant l'étude de tout cycle, il nous faut rappeler et ne jamais oublier que les éléments qui régissent le cycle ne vont pas les uns après les autres, moi c'est un concomitant. Les éléments qui régissent un cycle ne vont pas les uns après les autres, mais sont concomitants. Deuxième chose, un cycle n'a ni commencement ni fin. Vous, je vous dis quel est le commencement et vous cherchez des commencements. Un cycle n'a ni commencement ni fin. C'est ça un cycle. Parce que dès que ça finit, c'est déjà le commencement. Voilà pourquoi on dit qu'un cycle n'a ni commencement ni fin. Et ça, il nous avait dit ça en 2000, l'an 2000. Et ne comptez pas les années parce que ça ne me rajeunit pas. Ok. On était en première année, on faisait un cours de géomorphologie, plutôt de géodynamique. Un excellent cours d'ailleurs. Ok. Donc, dans un désordre, les composantes du SIG, logiciel. Pour faire un SIG, il faut avoir un logiciel de SIG. Vous avez beau avoir n'importe quel logiciel, y compris le logiciel le plus sophistiqué à l'échelle mondiale. Tant qu'il n'est pas fait pour régler les problématiques spatiales, ce n'est pas un logiciel de SIG. Un logiciel SIG, il est dédié. Il est dédié.
Vous allez avoir une image, soit référencée ou pas référencée. Vous pouvez l'ouvrir avec des logiciels qui ouvrent des images. Mais vous ne pouvez pas traiter cette image sur le plan spatial, parce que ce n'est pas ce logiciel-là qui le fait. Donc, il faut avoir le logiciel de SIG. Deuxième chose qu'il faut avoir, le matériel. Le matériel, ça renvoie ici à l'ordinateur. Si vous avez le logiciel, vous l'installez où? Et à l'autre jour, là, des étudiants qui sont venus me dire, monsieur, le logiciel dont vous parlez là, on peut le mettre ici? Je leur dis, idiot. Bon, c'est pour rire, mais en fait, ça s'installe pas sur l'ordinateur, sur un téléphone, ni même sur la tablette. Ni même sur la tablette. Matériel. Troisième chose, les données. Si vous avez le logiciel, si vous avez la machine et que vous n'avez pas de données, le SIG ne fonctionne pas. Mais si vous avez le matériel, le logiciel et les données, et que vous n'avez pas de méthode, c'est-à-dire les outils, tout ce qui est principe, comment ça fonctionne, ainsi de suite, vous comprenez d'abord qu'est-ce que la carte, comment ça fonctionne, à quoi, ainsi de suite. Vous connaissez les variables visuelles, les connaissances, les principes de la cartographie. Si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas opérer. Là, tout de suite, je donne à quelqu'un qui n'a pas la maîtrise, qui ne connaît pas les méthodes et les principes, même quand j'ouvre un logiciel de SIG ici, la personne ne pourra pas travailler. Cinquième élément, c'est vous-même, utilisateur. Imaginez, on a les quatre, les personnes pour l'utiliser. Quand est-ce qu'on aura le SIG? Probablement jamais. En tout cas, pas maintenant. Donc, ces 5 éléments-là font qu'on parle de système. Donc, le système, il est composé des matériels, ou bien du matériel, des logiciels, de la donnée, des méthodes et des utilisateurs. Voilà pourquoi on va parler de système d'information géographique. Aucun de ces éléments-là ne peut manquer dans un système. Sinon, ça n'opère pas. Si on a les 4, le 5e absent, ça ne fonctionne pas. L'élément-là, il est important. Il faut qu'il se retrouve là-dedans pour que le système puisse opérer. Sinon, le système est déficitaire. D'accord? Donc, le matériel, ça renvoie aux ordinateurs, tout ce qui est périphérique de l'ordinateur, les réseaux, le système informatique en soi. Vous avez après les logiciels de SIG, du marché, ou bien avec des développements spécifiques, ça dépend de ce que vous avez envie de faire, etc. Mais pour la plupart des projets, vous n'avez pas encore de faire du développement spécifique. Les logiciels existent, vous les utilisez. Ouais? Pour les? Oui. On doit? Ah oui, ça c'est extrêmement important. Merci. Il dit, est-ce que pour les données, on doit préciser qu'il s'agit de données à caractère spatial, c'est-à-dire géoréférencées? Oui. Il existe plusieurs types de données. Vous allez à l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Vous récupérez des données du recensement. Vous avez des tableaux, vous avez des graphiques. Ces tableaux et ces graphiques-là, pour ne pas être des données à caractère spatial, tant qu'on n'a pas de référence spatiale. Vous savez, quand je mets Diourbel, si je dis Dakar, si je dis Ziguinchor, je parle des régions du Sénégal, mais je n'ai pas encore donné de référence spatiale. Vous prenez un Chinois que vous rencontrez dans les rues de Londres, vous lui parlez de Dakar, il n'est jamais parti au Sénégal, il ne connaît pas le Sénégal, ça ne lui dit rien ça. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui est habitué à utiliser l'information spatiale et que vous lui donnez des coordonnées, à ce moment-là, l'information lui parle. C'est ça la différence. Donc, cette précision-là, elle est importante. Des données à caractère géographique. Donc, des données géoréférencées. Merci. Après, vous avez les logiciels, les données, le savoir-faire, tout ce qui est procédure, tout ce qui est méthode, et puis ensuite, vous avez des problématiques. Les problématiques ici peuvent être analysées du point de vue même utilisateur. Parce que l'utilisateur, il peut s'agir du technicien, mais l'utilisateur, il peut s'agir aussi du décideur. Il peut s'agir du partenaire financier. Pourvu que tous ensemble, nous ayons des problématiques à adresser et autour de ces problématiques, nous décidons que nous mettons en place un système d'information géographique qui nous permet de collecter la donnée, d'analyser ces données, etc. etc. Là, et pour répondre à cette problématique, justement, le SIG est un outil pertinent. Pourquoi?
Parce que ça nous permet d'organiser des connaissances de façon thématique. Exemple, on peut avoir des couches de données qui sont en rapport avec l'agriculture. Quand vous importez ces couches de données-là, sur votre machine, vous trouvez juste des éléments en rapport avec l'agriculture. Des spéculations, quelle que soit finalement la spéculation qui est considérée. Vous pouvez avoir des couches de données sur le transport, sur la mobilité, sur les infrastructures scolaires. Ça, c'est thématique. Et la problématique là, elle peut être adressée à ce moment-là. Après, vous avez la possibilité d'analyser le territoire, d'améliorer et simplifier, c'est-à-dire donner du sens pluridisciplinaire à tout ce que vous avez. En définitive, l'information géographique est avant tout un intégrateur de données et de fonctionnalités. Alors, si je vous dis, à l'examen, pourquoi dit-on que le système d'information géographique est un intégrateur de données et de fonctionnalités? Ah, ça c'est un bon sujet. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Je répète. Non, je sais que vous n'êtes jamais d'accord avec moi. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est un bon sujet quand même. Si on vous dit, pourquoi dit-on, ou bien en quoi le SIG est-il un intégrateur de données et de fonctionnalités? Là, ça devient intéressant pour la réflexion. Ça devient intéressant. Intégrateur de données et de fonctionnalités. Parce que l'ensemble de l'outillage nous permet finalement de collecter des données, de les traiter, de les analyser, de les visualiser, de les présenter et ultérieurement de les mettre à jour. Pourquoi? Parce que les logiciels sont dédiés à la collecte d'informations à caractère spatial. D'où le nom information géographique. L'information géographique est la matière première du système d'information géographique et c'est le produit résiduel. Pas la matière première, mais le produit résiduel. Quelle est la matière première? C'est la donnée spatiale. Voilà pourquoi n'oubliez jamais que l'information est le produit résiduel de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information est détenue et obtenue après le traitement des données. Je donne un exemple. Je fais un tableau avec des chiffres. OK? Je mets en colonne. Je mets par exemple sexe, je mets masculin, féminin. Vous comprenez? Je mets sur la première colonne, je mets effectif. D'accord? Après, je mets une deuxième, troisième colonne, je mets pourcentage. Vous avez l'habitude de voir ces tableaux-là, n'est-ce pas? Ce tableau en soi est un tableau de données. Ce tableau en données, plutôt c'est un tableau de données. Pourquoi? Parce qu'en lisant le tableau, je suis capable de savoir quel est l'effectif des filles ou des garçons. Par exemple, je vois sur la colonne effectif, pour la ligne filles, je vois 300. Pour la ligne afférente aux garçons, je vois 200. Je vois une troisième ligne totale, ça me fait 500 personnes. Est-ce qu'on est d'accord? Là, c'est de la donnée. C'est de la donnée, ce n'est pas de l'information. L'information qu'on tire de ce tableau est la suivante. J'ai dit, nombre de garçons, 300. Nombre de filles, 200. Effectif total, 500. Ça, c'est de la donnée. L'information va consister à dire il y a plus de garçons que de filles. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est pourquoi on dit que l'information est le produit résiduel de la donnée. Donc l'information émane de la donnée quand on est dans le domaine du SIG. D'accord? Parce que quand je dis il y a plus de filles que de garçons, en ce moment-là, plus de filles, ce n'est pas mesurable. Mais quand je dis il y a 300 filles ou 200 filles, là c'est mesurable. Tant que c'est mesurable, c'est de la donnée. Quand c'est qualitatif, on est dans le registre de l'information. Dans vos rapports de mémoire, de Master 1 et de mémoire, les approches méthodologiques que vous allez définir vont être aussi structurées autour de deux choses. Une approche qualitative et une approche quantitative. Avec les approches qualitatives, vous collectez de la donnée que vous analysez, que vous traitez, que vous visualisez. Avec l'approche qualitative, là vous avez des informations qui sont structurées sous forme d'encadré dans les mémoires. Parce qu'elle n'est pas mesurable. Quand je dis par exemple, vous êtes très intelligent,
très intelligent n'est pas mesurable. Mais quand je dis vous avez un QI, un coefficient intellectuel 2, et je donne une valeur, à ce moment-là, on a tendance à mesurer votre niveau d'intelligence. D'accord? Et ça, c'est comme ça. Oui? Qui est-ce qui parle? Je vous entends très mal, malheureusement.